parler un peu de l'ingénierie des big data, comme on est dans une école d'ingénieurs, c'est tout à fait opportun. Alors je vais essayer de décoder ça là, en faisant un peu de systémique, là. Enfin vous verrez c'est live. Donc voilà les points qui seront abordés, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc dans le big data, là, il faut se faire une idée de la différence qu'il peut y avoir entre les choses qu'on baptise grand et ce qu'on peut baptiser immense. Je vais donner comme exemple des grands fichiers, là, comme il y en a en France, hein, par exemple les foyers fiscaux, les clients d'EDF, RDF, les bénéficiaires de la Sécu. Donc c'est des fichiers dans lesquels il y a à peu près 10, 20, 30 millions de références. Donc c'est les plus grands fichiers qu'on manipule enfin, dans notre pays. Alors, il y a donc les pays plus grands, par exemple en Chine, je ne sais pas comment, enfin, comme il n'y a pas de sécurité sociale, on ne peut pas savoir, quoi, hein, mais c'est certainement parcellisé par province chinoise, quoi, sachant que, par exemple, la province de la région de Canton, là, qui est la province la plus riche de Chine, il y a 90 millions d'habitants, donc c'est plus grand que la France, déjà. Donc si on veut comprendre le comportement des usagers, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, il faut s'intéresser aux interactions entre les usagers, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde qui appelle qui fait quoi, enfin des choses comme ça. Et donc il faut s'intéresser aux interactions que les usagers ont entre eux, il faut s'intéresser aux interactions que les usagers vont avoir avec les systèmes qu'ils utilisent, le téléphone, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et avec ces considérations sur les flux, donc en fait on rapproche deux ensemble, là on rentre véritablement dans l'immense. Et je vais vous montrer par des calculs d'ingénieurs, là c'est des règles de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple un fichier de 10 millions de références, si je veux le passer au peigne fin à la main, quoi, si je peux dire, et que je consacre une seconde de temps humain par référence, alors une seconde, là, pour quelqu'un de bien entraîné, il peut faire du travail, quoi. Par exemple, un joueur de tennis, quand il récupère un service avec une balle qui lui arrive à 200 à l'heure, il interagit un peu plus fin que le dixième de seconde, quoi, compte tenu de la vitesse des balles, quoi. Et donc, si on veut passer 10 millions de références au peigne fin en consacrant une seconde par référence, ça va faire un effort. J'ai pris le tarif syndical à 1607 heures par an, hein, c'est la durée de travail officielle en France. Ça va faire au total un effort de 1,73 en année. Donc ça veut dire qu'avec des fichiers de cette taille-là, je peux faire le travail, quoi. Si je prends les bordereaux de la sécurité sociale, je ne sais pas s'il y avait le nombre sur la planche de Philippe, là. Donc récemment, il y avait à peu près un peu plus d'1 milliard de bordereaux de sécurité sociale. 1,3 exactement, là, c'est le patron informatique de la CNAMTS qui m'avait dit ça. Donc il faut que je multiplie par 130 le chiffre d'avant, et là j'arrive sur un total de 225 au Mali. Ça veut dire que je vais peut-être y arriver, mais enfin, ça va quand même être très difficile, quoi. Et alors, si je prends les fadettes, là, dont Philippe nous a parlé tout à l'heure, donc il y en a 4 milliards par jour, et donc là, j'arrive à un total de plus de 200 000 hommes année. Ça veut dire que lorsque je suis face à des chiffres comme ça, il est absolument exclu de travailler à la main. Donc je vais devenir complètement tributaire des outils que je vais utiliser, et évidemment, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Alors, par exemple, si on veut savoir qui téléphone à qui, donc ça fait, en fait, on va être dans des combinatoires là, qui sont des produits cartésiens. Là, c'est des choses qui sont bien connues des gens qui font des bases de données. Là, quand je veux rapprocher deux ensembles, je travaille sur le produit cartésien, et le produit cartésien, il a une complexité algorithmique de n au carré. Donc ça veut dire que mes 10 puissance 15 fadettes de tout à l'heure, si je veux les croiser, je vais me retrouver avec un nombre d'éléments à scruter de l'ordre de 10 puissance 30. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce genre de nombre à ceux qu'on connaît dans la nature. Alors, par exemple, le nombre d'Avogadro, qui est le
donc, par exemple, si je prends 18 grammes, dans 18 grammes d'eau, il y a 6,02, 10 puissance 23 molécules d'eau. Donc on voit qu'on commence à rentrer dans des nombres absolument colossales, mais là je n'ai fait que du rapprochement 2 à 2. Donc si je veux faire du rapprochement 4 à 3, 4 à 4, etc., je vais manipuler ce qu'on appelle en théorie des ensembles, l'ensemble des parties, et là ça devient exponentiel, c'est plus 2 puissance n. Et si en plus je m'intéresse au changement d'état successif, donc aux histoires, à ce moment-là, mon 2 puissance n, il devient récursif, et la combinatoire à laquelle je m'expose, c'est indiqué sur la petite formule qu'il a, c'est 2 puissance n, en fonction de la longueur de l'histoire. C'est-à-dire que si je veux regarder 100 états successifs, j'aurai 99, 2 puissance 7. Et donc, pour contrôler tout ça, je vois bien qu'on ne va pas y arriver. Pour savoir ce qu'on fait, il faut contrôler. Ça, c'est la base de la systémique. C'est bien établi par Norbert Wiener dès le départ de la systémique. Alors, on a parlé un certain nombre de fois du LHC. Alors, le LHC, il faut savoir que quand on fait une expérience au LHC, d'abord, ça bouffe l'énergie d'une centrale nucléaire complète, pour commencer, et ça produit en gros 10 puissance 15 octets de données brutes. Et là-dedans, il va falloir aller à la pêche, donc il va falloir les nettoyer pour que le CERN puisse distribuer les données aux laboratoires qui sont associés au CERN, sachant que pour une année, on fait des chiffres que j'ai sortis du rapport du CERN, donc les données brutes nettoyées, sur une année, sur le LHC, ça fait 15 10 puissance 15 octets. C'est des nombres absolument gigantesques. Et si je considère tous les instruments du CERN, il y a le LHC, mais il y a d'autres instruments. Donc le CERN, en fait, ça produit en gros 45 pétaoctets de données, pour utiliser militaire, qui vont être utilisables par des laboratoires associés au CERN. C'est pas pour rien que c'est le CERN qui a inventé le web, le courrier électronique, ce que tout le monde, j'espère, dans la salle connaît. C'est pas une invention américaine. Alors ce qui est intéressant sur le CERN, ça n'a pas été... plusieurs conférenciers ont parlé du LHC et du CERN. Alors ce qui compte, c'est comment je vais nettoyer les données. Alors, le nettoyage des données, c'est basé sur une méthode. J'espère qu'elle est enseignée dans le master de Paris-Tech. Ça s'appelle la méthode de Monte-Carlo. C'est des méthodes d'échantillonnage. Et ça a été inventé par des mathématiciens qui n'étaient pas des nuls, puisque c'était Stanislas Ulam et puis John von Neumann lui-même. Donc c'était des mathématiciens au top des mathématiques dans les années 30, 40, 50. Donc ça veut dire que si je n'ai pas la bonne méthode de nettoyage, je ne sais pas ce que je vais nettoyer, en fait. Donc là, c'est juste pour donner un exemple, je ne vais pas détailler la slide, là, mais lorsqu'on parle de médecine prédictive, je ne sais pas si vous avez bien en tête ce que c'est que les données génomiques, mais c'est des données absolument monstrueuses. C'est-à-dire qu'un génome humain, c'est 3,4 milliards de paires de bases, il y a 20 000 gènes, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un gène. Si vous discutez avec des biologistes, là, la notion de gène est un peu bizarre. 3,4 milliards de paires de bases, si je mettais ça dans un format édition, ça me ferait 2000 livres de 500 pages. Un seul génome. Donc vous voyez, si je veux regarder comment les génomes interagissent entre eux, vous voyez le type de combinatoire dans lequel je vais me retrouver. Un organisme humain, alors par exemple quand je parle de médecine personnalisée, un organisme humain en gros c'est 100 000 milliards de cellules en interaction. Donc en gros il y a 1000 milliards de cellules par kilo. Donc quelqu'un qui fait aux alentours de 80-90 kilos, là, il est à 100 000 milliards de cellules, et puis comme le font remarquer les biologistes, il faut également compter les faunes bactériennes avec lesquelles on vit. C'est-à-dire si j'enlève toutes les bactéries que j'ai dans l'estomac et dans les intestins, je peux quasiment plus rien digérer. Donc on meurt en fait, on meurt tout de suite. Et les bactéries, c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule. Donc je veux dire la médecine prédictive. Alors je ne sais pas si elle est prédictive ou prévisible pour reprendre des terminologies de Philippe. Je crois qu'on sera morts tous bien avant de voir des résultats véritablement convenables. Bon, je ne parle pas du cerveau,
c'est 100 milliards de neurones, et si je regarde les connexions, c'est encore plus colossal. Alors le problème fondamental du big data, il est résumé en fait par ce slide. Donc j'ai les données collectées brutes, là, par exemple les fadettes, les trajectoires du LHC, c'est-à-dire qu'on fait des expériences dans le LHC. En fait, ce qu'on photographie, c'est les trajectoires des particules. Donc il y a un premier problème qui est la qualité des données. Alors, la qualité des données, ça va être au cœur des problématiques de filtrage. C'est-à-dire si les données c'est n'importe quoi, ben, en fonction d'un théorème biologique bien connu depuis, pas les Grecs, mais enfin au Moyen-Âge il était déjà bien connu, c'est-à-dire du faux on déduit n'importe quoi. Si j'ai des données fausses, ce que je déduirai, ça sera absolument n'importe quoi. Alors j'ai besoin de critères de filtrage. Alors, dans le LHC, le critère de filtrage il est basé sur la méthode de Monte Carlo, qui a été faite par des mathématiciens prestigieux. Alors si je prends des bricoleurs de mathématiques, là, comme ceux qu'on fait les mathématiques financières, vous voyez la catastrophe dans laquelle ça va nous embarquer. Alors il y a un troisième problème qui est encore plus fondamental, là, qui est probablement lié d'ailleurs à la limite dont Philippe parlait là, en matière de prévision météo, c'est la détection des événements rares. C'est-à-dire que si j'échantillonne, même avec des bonnes méthodes comme Monte Carlo, à un moment je vais laisser passer des événements qui sont tellement rares que je ne vais pas les voir, même avec des méthodes d'échantillonnage aussi sophistiquées que la méthode de Monte Carlo. Et puis, bien sûr, j'ai la saturation de la boucle de rétroaction, c'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir des données, il faut que je leur donne du sens. Donc, on en a un petit peu parlé ce matin, là. C'est un problème, évidemment, de nature tout à fait fondamentale également. C'est-à-dire que celui qui donne le sens aux données, c'est celui qui s'en sert. Il faut se rappeler en permanence, là, quand on est dans des trucs comme ça, l'aphorisme de Wittgenstein, il disait le sens d'une chose, c'est la façon dont on s'en sert. Donc si j'ai des données, mais je ne sais pas m'en servir, bah, c'est comme si j'avais rien du tout. Donc on voit arriver tout un tas de problèmes nouveaux, en plus de problèmes classiques des bases de données, parce que par exemple les problèmes de transactionnels, ils vont être multipliés par un facteur qui va se chiffrer en 10 puissance avec beaucoup de zéros derrière. Alors quand vous voyez par exemple déjà la façon dont sont gérées les données du RSI, puisqu'il y a beaucoup de gens en France qui sont tributaires du RSI, imaginez s'ils avaient des bases de données 100 000 fois plus grosses, ça serait dramatique. Et alors quand j'entends des consultants parler du NoSQL, alors là ça me donne une crise de bouton absolument gigantesque, parce que ça veut dire que le fait de ne pas avoir de SQL, ça veut dire que la fabrication du modèle de données, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de donner du sens aux données, il va être fabriqué par on ne sait pas trop quoi. Alors peut-être Nostradamus, s'il reprend un des noms qui était situé comme escroc sur la grille que nous a montré Philippe Picard tout à l'heure. Donc il faut absolument avoir ce schéma-là en tête, sachant qu'en haut, les opérations fondamentales du data management, de la gestion de données, c'est créer triatrice avec des pilettes, là, le CRUD, créer des données, récupérer des données, mettre à jour les données et supprimer les données. Par exemple, il y a un problème dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est est-ce que je peux effacer des données sur le web? Ce n'est pas une opération triviale. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on a mis des images porno les concernant sur le web. On ne peut pas les effacer. Ça a métastasé partout, donc c'est fini. C'est comme le cancer. Alors, si je continue à raisonner comme un ingénieur, en fait, la première chose dont il faut se convaincre, c'est que dans la masse des données collectées, je ne vais trouver que ce que je cherche. Si, par exemple, j'essaye, si je ne connais pas du tout la physique du modèle des particules, et que je vois des milliards et des milliards de trajectoires de particules, donc je ne sais pas ce qu'elles représentent, j'ai aucune chance, je ne trouverai jamais le fameux boson de Higgs. Alors par contre, je vais peut-être corréler des choses qui n'ont aucun sens, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc si je n'ai pas des critères de recherche très précis, je ne vais pas y arriver. Dans le cas du boson de Higgs, par exemple, ce qui a valu le prix Nobel aux survivants, donc Higgs et puis je crois Engler, l'autre qui était déjà mort, c'est parce qu'ils ont fait un modèle théorique qui donnait le schéma énergétique du boson de Higgs, et surtout
qu'est-ce qui devient quand il meurt, puisque le boson de Higgs, c'est quelque chose qui a une durée de vie de 10 puissance moins 22 secondes. Il n'y a aucun instrument actuel qui est capable de travailler avec des seuils de 10 puissance moins 22 secondes. Donc le boson de Higgs, c'est un truc qui dure extrêmement... C'est une particule très massive, ça fait 130 fois le proton, et quand elle éclate, elle va générer des particules, et celles-là, elles vont avoir une durée de vie un peu plus grande, et c'est ces trajectoires-là que je vais voir. Donc la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est si on ne contrôle pas les critères de filtrage, je contrôle rien du tout, quoi. Là, j'ai pas hésité à vous donner cette magnifique citation d'un professeur de probabilité, là, que peut-être tu connais, là, parce que c'est un de ses camarades d'école, hein, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Méthode probabiliste pour l'étude des phénomènes réels ». Dès qu'on fait des probabilités, il faut connaître les conditions d'utilisation des probabilités. Par exemple, les phénomènes rarissimes ne relèvent pas du calcul des probabilités. Alors, il est un peu violent dans son truc, mais c'est quelqu'un qui a un seul caractère, mais c'est un livre particulièrement intéressant. Donc je ne vais pas revenir sur les mathématiques financières, hein, parce que là c'est également un bel exemple d'escroquerie. Alors, le hasard là-dedans. Alors je vais tout de suite afficher la planche. Qu'est-ce que c'est que le hasard? Alors par exemple, là je vous ai donné un exemple de montre. Alors je pense qu'aucun de nous ici ne pourrait se la payer, parce qu'elle coûte extrêmement cher. C'est une montre qui a été faite par un fabricant de montres suisse qui s'appelle Patek Philippe, donc c'est des montres de luxe. Le premier prix c'est 20 000 €. La première Patek Philippe c'est 20 000 €. Une fois les ingénieurs de chez Patek, là, ils ont fait une montre qui s'appelle une montre à complication. Alors c'est une montre dans laquelle vous avez le mouvement des planètes, les satellites de Jupiter, enfin il y a un peu tout là-dedans. C'est une montre qui comporte 1728 éléments, hein, des engrenages, des axes, des machins comme ça. Donc vous avez sa taille, là, 9 cm de diamètre. Alors c'est un peu gros pour une montre poussée, mais enfin, quelqu'un qui est un peu corpulent, il pourrait se la payer. Et alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder le nombre de possibilités de montage, si on opère au hasard. Alors c'est des exercices qu'on faisait dans le temps, là, à l'école centrale, ou même aux arts et métiers. On nous donnait une boîte dans laquelle il y avait un certain nombre de trucs, et il fallait retrouver à quoi ça servait. Alors, par exemple, moi quand j'étais à l'école centrale, là, on nous donnait une boîte avec des engrenages, en fait un train d'engrenages épicycloïdaux, c'est-à-dire c'est des engrenages qui permettent de faire des boîtes de vitesse qu'on met dans les moyeux des vélos il y a 30 ou 40 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que le nombre de possibilités de montage, on sait tous ce que c'est factoriel 1728. Mais si vous calculez la factorielle, alors là je l'ai mis, sauf erreur de ma part, en langage habituel des ingénieurs, ça fait 1, enfin mettons, ça fait 10 puissance 4646 possibilités. Sachant que le nombre d'atomes d'hydrogène dans l'univers, selon une estimation d'un professeur du Collège de France, c'est 10 puissance 80. Donc ça veut dire que je n'ai pas assez d'atomes d'hydrogène dans l'univers pour écrire le nombre. Donc ça veut dire que lorsque je rentre dans des phénomènes de combinatoire, je vais être confronté sans arrêt à des nombres de cette taille-là. Donc en fait, ça veut dire que j'ai sans arrêt des événements uniques. Alors si j'applique le même raisonnement avec les 75 ou 100 000 milliards de cellules que j'ai dans un organisme vivant, vous voyez ce que ça peut donner. Alors ça, c'est le dessin, là, je n'ai pas payé de droit d'auteur, là, c'est un dessin qui est dans le livre de Robert Gofflin, qui est un prix Nobel, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Réinventer la physique » à partir du bas, à partir de l'émergence. C'est un grand expert de l'émergence. Donc si vous faites des réactions chimiques au hasard, la probabilité de sortir un poulet est assez faible. Alors voilà un exemple de corrélation foireuse. Hein. Donc, alors, vous voyez, c'est parfaitement corrélé, 99%. Voilà, et donc alors il y a, si vous allez sur les sites là, en question, vous faites Spurious Correlation là, sur Google et vous trouvez des trucs assez rigolos. Donc si je laisse les algorithmes comme ça à travailler sans leur donner, sans les contrôler, quoi, je vais faire ça.
Je vais sortir des trucs comme ça, et évidemment, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que je confonde corrélation et causalité. Or, tout le monde confond sans arrêt corrélation et causalité. On ne va pas lever les problèmes de prédiction du climat. Il y a de toute évidence une corrélation entre le nombre de personnes qui vivent sur la Terre et l'augmentation de la température. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une causalité? Ça, c'est autre chose. Bon, enfin, je ne vais pas continuer là, sur ce mode-là. Donc, si je veux traiter en temps réel humain de ce qui se passe là, il va me falloir beaucoup de calculs. Donc, je vous ai donné un exemple d'une machine que Bull a faite là, il y a 3-4 ans. Comme il y a un certain nombre d'anciens de Bull dans la salle là. Donc, c'est une machine dans laquelle, en fait, il y a 139 lignes de 840 processeurs. Donc, vous pouvez imaginer que ça ne va pas se programmer comme ça. Donc, là actuellement, je ne sais pas si c'est dans le programme de Paritech, mais le big data implique de la programmation massivement parallèle, et là, ça n'a plus rien à voir avec la programmation séquentielle que tous les programmeurs ont appris. Alors, je ne sais pas si dans l'école d'ingénieurs, il y a des programmeurs convertis du Paul Léonard de Vinci, on leur apprend la programmation parallèle, mais là, il faut tout inventer. Il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux modèles, des nouveaux outils. Alors ça, c'est pour montrer un petit peu les relations symbiotiques qu'il y a entre tout ce monde-là. Donc quand on fait de la systémique, là, il faut toujours avoir ce schéma à la tête, là, qui est un schéma qui a été élaboré par Simondon, là, qui était un philosophe, là, mais qui a fait des trucs très intéressants sur l'information dans les années 50. Donc ça montre les différentes boucles de rétroaction pour que je m'y retrouve. Sachant que les usagers, là, ils sont dans le monde informel. Et les ingénieurs, eux, ils sont dans le monde formel. En matière de complexité, la complexité technique, on la connaît bien, mais la complexité humaine, on la connaît beaucoup moins bien, surtout si on fait intervenir, comme dit Philippe, le putain de facteur humain. Alors voilà ce qu'on peut conclure de ce que je viens de raconter, puis une partie de ce qu'on a entendu ce matin. Alors il y a une première chose qui est absolument évidente, c'est la complexité induite par le big data est totalement sous-estimée. Totalement sous-estimée. Le vrai risque, il est entre la rupture sémantique qu'il y a entre le monde réel physique et le monde virtuel. On le voit bien, par exemple, moi j'ai pas mal travaillé avec les militaires là, qui faisaient des systèmes de commandement. C'est-à-dire quand vous voyez un champ de bataille à travers ce que vous en donne le système de commandement, vous finissez par oublier que sur le terrain, il y a des vrais soldats avec des vraies armes, etc. Alors, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années que je vous recommande, là, qui est vraiment intéressant. C'est chez Christian Morel. Je crois que quelqu'un du groupe Émergence en avait fait un résumé il y a quelques temps. Pas de celui-là. C'est toi qui l'avais résumé? Non, les deux autres. Les deux autres. Et celui-là, il est vachement bien. Il est vachement bien aussi. L'enfer de l'information ordinaire. Parce que le problème, c'est de donner du sens. Et donner du sens, c'est des hommes. Alors, par exemple, dans le renseignement, par exemple, les Américains ont été très critiqués là, dans ce qu'ils appellent renseignement électronique, par opposition au renseignement humain. À un moment, il faut aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Le big data ne sera ni l'Eldorado ni le long fleuve tranquille que promettent certains consultants et responsables. Le plus grand risque est plus que jamais l'incompétence et l'illettrisme technique. Puisque pour enseigner le master dont parlait Philippe, il va falloir des profs de maths, pas des rigolos. Là, toute la statistique, les probabilités qu'il y a derrière. Par exemple, les probabilités derrière qu'il y a les maths financières, il faut déjà être excellent mathématicien pour comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a la question fondamentale qui a été levée par von Neumann, là, dans les quelques années qui ont précédé sa mort, et il paraît qu'il disait ça même quasiment avant de mourir. Le problème, c'est qui garde les gardiens, quoi. Parce que si je donne une confiance à des gens qui ne sont pas moralement parfaits, ça veut dire que je leur donne un pouvoir gigantesque. Qui garde les gardiens? Voilà.